poursuivons cette discussion de marché au démarrage d'une semaine dense, on le disait, en matière de statistiques économiques et de décisions de banque centrale. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue, John. Qu'est-ce qu'on saura à la fin de cette semaine qu'on ne sait pas aujourd'hui ? Bonjour Grégoire, on va savoir plein de choses et c'est vraiment très important parce que on est au-delà du fait que ce soit le chiffre de l'inflation qui va marquer les esprits évidemment demain. Il va falloir voir la tendance. Vous savez, la tendance, on a eu 4 mois consécutifs de baisse du momentum, toujours en restant proche des 8%, mais là on pourrait avoir potentiellement, en tout cas si on attend ce que nous dit le consensus, 7,3%, ce serait la 5e baisse consécutive de l'inflation. Donc là on pourrait quasiment acter que le pic de l'inflation est derrière nous. Alors évidemment, à savoir si ça va pousser la Fed à agir différemment que ce qu'elle voulait, ça c'est une autre question. Mercredi, donc on a évidemment la réunion de la Fed, on attend qu'elle monte, la Fed sera absolument aucune surprise de 50 points de base, mais en même temps on aura aussi l'inflation en Grande-Bretagne. Je vous rappelle quand même, et on en avait parlé Grégoire ensemble, que vous avez plusieurs analystes, dont les analystes de Goldman Sachs, qui pensent que l'inflation britannique pourrait passer les 20% l'année prochaine. Donc on est dans une situation où là, évidemment, déclarer que le pic de l'inflation est derrière nous, eh bien, ce serait évidemment le contraire, puisque potentiellement, l'année prochaine, on pourra avoir le double de ce qui est attendu, parce qu'on attend un tout petit peu plus de 10%. Jeudi, pour continuer, Banque nationale suisse. Pourquoi c'est important, la Banque nationale suisse ? Déjà parce que c'est mon pays. Et le deuxième, c'est parce que en fait, ce qui avait été fait en début d'année, c'était en mars que la Banque nationale suisse avait levé ses taux avant la Banque centrale européenne et ça avait été considéré d'une certaine manière comme un indicateur avancé. Évidemment, on est à des chiffres qui sont moindres, puisqu'on parle là de 1%, on va passer de 0,5 à 1%, mais il faut rappeler qu'en début d'année, on était à moins 0,70, donc vraiment c'est une avancée majeure. Le même jour, on a la Banque d'Angleterre, donc on parlait de l'inflation avant, elle va continuer, 50 points de base à 3,50. Et puis, chose assez importante, toujours jeudi, c'est la production industrielle chinoise. Donc là, on va voir effectivement si ce ralentissement qu'on constate à cause de cette politique du Covid-0 est toujours présente dans les chiffres économiques. Et dernière chose, vendredi, alors qu'on pensait qu'on serait tranquille en fin de semaine. Pas du tout, c'est les PMI qui seront publiés, PMI en Europe, PMI aux États-Unis, qui vont nous prouver, et surtout dans les commandes, les précommandes, les commandes avancées, voir si effectivement on se dirige tout droit vers la récession ou non. Bon, semaine effectivement chargée qui permettra peut-être d'avoir une vue un peu plus claire, en tout cas à court terme pour entamer l'année 2023. Dans le consensus de marché aujourd'hui, John, il y a l'idée que l'inflation, et vous l'avez évoqué, est en train de décélérer et qu'au terme de l'année 2023, l'inflation américaine, par exemple, pourra revenir autour de 3%. C'est à peu près ce qu'on trouve dans les prix, dans les anticipations de marché à ce stade. Donc un an devant nous, c'est très loin, c'est un horizon de temps qui est lointain pour beaucoup d'investisseurs, mais c'est l'anticipation qu'ils ont aujourd'hui pour l'inflation américaine. Il faut bien sûr considérer des scénarios alternatifs par rapport à ce scénario de marché, John. Un des scénarios alternatifs, c'est le risque que l'inflation ne rejoigne pas 3% évidemment dans un an et reste à des niveaux beaucoup plus élevés, soit beaucoup plus collante encore que ce qu'on imagine. Et pourtant, c'est déjà un débat qui est bien ancré dans le marché aujourd'hui. Le patron de Bank of America, par exemple, estime que oui, le niveau d'inflation restera durablement plus élevé que ce que les marchés anticipent. Quel est le rationnel et quels sont les arguments qu'on peut mettre derrière ce qui apparaît aujourd'hui comme un risque à ne pas négliger ? Alors écoutez, les arguments, Grégoire, sur cette inflation et sur l'avenir de l'inflation, au-delà de ce que dit le CEO de Bank of America, on peut se référer aussi aux statistiques économiques de la Deutsche Bank. Eux, ils ont étudié toutes les phases qui pouvaient ressembler à celles qu'on a actuellement, donc un peu plus de 330 phases distinctes depuis 1920, et ils arrivent à la conclusion que lorsqu'on dépasse les 8% d'inflation, ce qu'on a fait aux États-Unis, ce qu'on a fait en Europe, il faut en moyenne 2 ans pour qu'on revienne à 6%. Et là, statistiquement, on reste collé à ces 6% pendant environ 5 ans. Donc, c'est-à-dire 7 années après
eh bien, on n'est toujours pas à 3% et en tout cas pas au mandat de 2%. Et le deuxième constat qui est fait par les études de la Deutsche Bank, c'est qu'à partir de, si vous ne prenez pas de 1920, mais de 1970, où on a vu des excès d'inflation, eh bien, ici, vous vous retrouvez dans une situation où jamais les espoirs du consensus d'avoir une inflation qui baissait plus rapidement se sont vus être réalité depuis 1970. Donc on est dans une situation où vous prenez depuis 1920, il vous faut au minimum 2 ans pour aller aux 6%, vous prenez depuis 1970, eh bien de toute manière, vous allez être déçu sur une inflation qui devrait descendre plus rapidement. Alors, il faut évidemment faire attention parce qu'on sait très bien qu'en Europe, on a ce choc plutôt de l'offre avec les prix de l'énergie. Et aux États-Unis, on a plusieurs autres. On a le loyer, on a la santé, on a la nourriture, on a évidemment aussi l'énergie. Donc, faire attention aux zones sur lesquelles on se focalise. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est très difficile à dire, c'est que le consensus est faux sur la capacité de l'inflation à revenir rapidement vers les 2-3%. Oui, puis c'est un sacré piège quand même pour la Réserve fédérale américaine. Tout le monde a regardé précisément la séquence Volcker à la fin des années 70. J'ai revu ça encore ce matin. Quand Paul Volcker arrive à la tête de la Fed en 79, il est engagé dans un cycle de hausse de taux, mais très vite, une récession arrive aux États-Unis. Et avant de monter les taux à 20%, il faut quand même se souvenir que Volcker les baisse d'au moins 700 points de base avant l'été 80, au moment d'une récession et d'un affaiblissement de l'économie américaine, ce qui est finalement peut-être une erreur de Paul Volcker, puisque derrière, il ramène et remonte les taux 2 fois plus haut à 20%, parce que l'inflation ne baisse pas avec cette petite récession américaine du début de l'année 80. Tout à fait. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que sur cette première phase que vous décrivez très justement, Grégoire, eh bien, Paul Volcker, après, dans ses écrits, dira qu'ils avaient mal anticipé l'inflation à travers les statistiques qui étaient en leur connaissance. Et donc, c'est pour ça qu'il avait remonté les taux juste après. Donc effectivement, là, et vous parlez vraiment du mentor, je dirais, de Jérôme Powell, puisqu'il se réfère toujours à Paul Volcker. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on se réfère à ce qu'a dit Jérôme Powell, si on se réfère à ce que va faire l'inflation par rapport aux statistiques historiques, eh bien, il est écrit que le pivot n'est pas pour l'année prochaine. Alors maintenant, il pourra le faire. La Fed, vous savez, a réagi souvent d'une manière assez spectaculaire et voire assez étonnante. Mais si on se réfère à tous ces points, eh bien, il faut croire que le pivot, alors la pause potentielle, mais le pivot n'est pas pour 2023. Bon, rallye de fin d'année, c'est déjà plié, John, ou pas ? Écoutez, je suis un éternel optimiste et j'aimerais croire que les investisseurs ont tous les arguments pour dire qu'effectivement, dans le discours qui va avoir lieu lors de la conférence de presse mercredi soir, voire dans ce que va dire Christine Lagarde jeudi, eh bien, potentiellement, ce sera un discours un peu plus dovish que ce qu'attendait le consensus. C'est-à-dire, on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et au-delà de ça, eh bien, on a des nouvelles, qu'on le veuille ou non, on a de plus en plus de nouvelles qui nous arrivent de la Chine. Et vous savez, ce matin, il y a une nouvelle qui a été donnée, qui était très importante, dont les médias n'ont pas tellement parlé. C'est que vous avez un des ministres de la Santé en Chine qui a dit qu'en fait, la grippe était peut-être plus dangereuse que le Covid. Et alors, vous allez me dire, oui, on a peut-être, nous, fait ce constat avant, mais le fait qu'il y ait quelqu'un du gouvernement qui dit ça, c'est très important parce qu'on a l'impression que ça change un peu, on est en train de changer de fusil d'épaule, doucement, bien évidemment, ce que vous avez dit avant, mais il y a un changement ici de paradigme et le fait qu'on sait très bien que si la Chine redémarre, malgré le fait que l'Europe rentre en récession, eh bien c'est toujours un trigger, c'est toujours la cerise sur le gâteau pour faire repartir une économie beaucoup plus rapidement que prévu. Bon. Chine, le Joker 2023, effectivement, c'est un peu le débat qu'on a en cette fin d'année parmi les nouveautés, effectivement, dans le paysage global macro. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV.